J'ai des ennemis, j'ai pas de mère. Oula, oula. Peut-être que je manque de repères. En tout cas, c'est la vie, faut pas s'en faire. Gala, gala. Quand je vois mon petit rêve dormir, je veux briser le monde. L'avenir des miens au péril du tien. Je dois sortir le monstre. Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des tomes 16 et 17 de The Promised Neverland, donc toujours dans ma série que je fais sur ce manga. Du coup, j'ai complètement spoil les tomes 16 et 17, comme ça vous êtes avertis. Et donc le tome 16 résout le mystère dans lequel étaient Rei et Emma. Et comme je l'avais supposé, il y a effectivement une espèce d'explication rationnelle qui va se mettre par-dessus pour nous expliquer ce phénomène étrange de changement de lieu, de labyrinthe, de changement d'âge des personnages aussi. Bon, rationnel c'est vite dit parce que les auteurs vont nous foutre de la théorie quantique pour nous donner un semblant d'explication scientifique à ce bordel là. Mais bon voilà, en gros il y a une espèce de manipulation des lois physiques de l'espace-temps. Et ce n'est pas de la magie. Même si l'espèce de petit dieu démon qui vit dans cette autre dimension, on ne connaît pas encore exactement sa nature, en plus avec son nom qui est imprononçable, ça renforce son aura de divinité. Donc pour lui spécifiquement, on n'a pas encore d'explication, même si c'est probablement un simple démon, et qui donc comme dans un certain film SF, via des trucs de théorie des cordes ou quoi, va pouvoir manipuler l'espace-temps depuis là où il est. Mais voilà, ce qui est intéressant avec ces trucs de dimension, c'est cet aspect de changement d'âge des personnages, vu que là on revient à cette thématique de l'enfance, de Peter Pan, et que les personnages, pour pouvoir défaire l'illusion qui les entoure, doivent se reconcentrer, se refocaliser sur leur eux enfant, et qu'encore une fois c'est hyper Peter Pan avec le pouvoir de l'imagination, tu vas pouvoir réaliser l'impossible. Oh Rufio, va donc casser les noisettes de l'écureuil d'à côté, hein? Tu y arrives. J'arrive à quoi? Tu te sers de ton imagination, Peter. Et ce qui fait que les gens qui entrent dans ce monde-là et qui ont complètement oublié leur eux enfant et donc ce pouvoir de ne pas avoir une espèce de barrière des possibilités, ne pas être désabusé comme peuvent l'être les adultes. Donc du coup, si t'as complètement perdu cet aspect-là de toi, tu es condamné à rester complètement enfermé dans cette dimension à jamais. Et comme Emma dit, dans cet endroit, son psyché influe sur son environnement et que Emma était la personne parfaite pour comprendre cette situation et aussi pour la résoudre parce que c'est quelqu'un qui sait allier à la fois son discours, sa pensée à sa puissance d'action et que dans le monde réel, elle était déjà aussi capable de réaliser l'impossible et que Emma, son combat, c'est de matérialiser sa pensée, ses idéaux dans la réalité, de tordre la réalité pour qu'elle se plie à ses idéaux et de justement ne pas laisser ses idéaux se faire imposer par la réalité. Et c'est pour ça que Emma, qui allie à la fois, on va dire, une espèce d'intelligence très logique, qu'elle sait mettre en place des stratégies, etc. Et en même temps, elle s'est battue pendant tous les tomes précédents pour pouvoir conserver en elle une intelligence émotionnelle et que face à toute la noirceur du monde et toutes les souffrances qu'elle a dû traverser, face auxquelles elle a dû quand même faire des compromis, etc. Elle est récompensée ici d'avoir résisté, d'avoir mené sa barque jusqu'au bout et d'avoir défendu ses convictions coûte que coûte en pouvant accéder au dieu démon et pouvoir rétablir un nouveau pacte. Je vais lire un passage. Quand on était petit, tout nous semblait possible. On ne se posait pas de questions. Il faut se remémorer cette sensation. On va réussir. J'y crois du fond de mon cœur, sans l'ombre d'un doute. Ça va marcher. Arrêter le temps et inverser son cours. Donc ici, on a vraiment cette idée du Neverland, du pays imaginaire, où les enfants vont décider d'habiter pour ne jamais grandir et ne jamais devenir des adultes. Et donc ça, c'est un état dans lequel on pourrait dire que Emma est en partie, surtout vu la manière dont les autres la traitent, dont Norman notamment la traite, en lui faisant bien comprendre qu'elle est une gamine insensée, qu'elle est irrationnelle, et qu'elle ne veut pas faire face à la noirceur du monde, qu'elle est dans un déni. Ce qui est d'ailleurs aussi un discours que tiennent les lecteurs de The Promised Neverland en disant que Emma n'est pas un personnage crédible parce qu'elle serait trop fleur bleue par rapport à la noirceur de cet univers, alors que non, ce que l'auteur nous montre bien ici, c'est que Emma grandit physiquement pendant le récit, il y a plusieurs années qui sont écoulées depuis le début de l'histoire, que pendant l'histoire elle a parfois échoué, elle a dû faire des concessions, des compromis, elle a dû parfois recourir à de la violence alors que c'est quelque chose qu'elle veut éviter, enfin plein de choses comme ça, et donc ça montre que Emma peut grandir, peut se diriger vers l'âge adulte, sans renier pour autant l'importance que c'est de se souvenir de son soi enfant, et aussi toute la puissance que ça lui confère en termes de volonté et en termes de discours, et que le récit en met plein sur la gueule à Emma, mais qu'en même temps ce qui est beau c'est qu'il la récompense pour les valeurs qu'elle défend. Et pour revenir vite fait sur le monde quantique dans lequel se retrouvaient Emma et Rei, c'est intéressant ici parce que tout leur environnement et même la manière dont ils se perçoivent sont uniquement des émanations de leur inconscient, de leurs souvenirs, de leur vécu, et qu'à chaque porte traversée, ils arrivent dans un nouvel environnement et qu'ils ont l'impression d'être enfermés dans une espèce de labyrinthe, et que dans certains mangas, dont celui-ci, on va parfois nous montrer des souvenirs directement sous forme de cases, incrustés dans des cases, on va nous montrer une case qu'on a déjà lue par le passé, directement illustrer un souvenir qui est occupé d'évoquer un personnage au sein de la
case où il se trouve. Sauf qu'ici ça va vraiment être très littéral quoi, et sur une composition de page, on va nous montrer Emma et Rei directement superposés à un mélange de cases représentant toutes des endroits différents, des souvenirs différents, et que cette disposition des personnages renforce ce côté labyrinthique, et quand après Emma va comprendre dans quelle situation ils sont, on va nous montrer de nouveau toutes ces cases de décor directement incrustées au sein d'une case où Emma est occupée d'expliquer, avec Emma et Rei directement occupés de regarder ces cases là. Ici comme les souvenirs se matérialisent, les cases de flashback qui sont d'habitude juste illustratives pour le lecteur, c'est-à-dire qu'elles sont éthérées quoi, les personnages ne les perçoivent pas, ici au sein de cet environnement particulier, elles ont une espèce de tangibilité supplémentaire, et on a l'impression qu'ici exceptionnellement les personnages voient vraiment ces cases, car lorsqu'ils évoquent un souvenir, celui-ci se matérialise directement devant eux. Et donc c'est marrant de montrer cette mise en page de flashback qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, mais ici vraiment avec une dimension nouvelle. Et au moment où ils vont se concentrer sur leur eux enfant, pour montrer qu'ils arrivent à s'échapper, à reprendre un contrôle sur cet environnement chaotique, on va d'abord les montrer sur une grande page et puis sur deux doubles pages. Comme si ces cases fourmillent de détails, ça ne donne pas autant le vertige et une impression de foisonnement, de labyrinthe que pouvait donner l'impression de toutes ces petites cases détaillées qu'on voyait pendant toute la période d'avant. Donc voilà, encore une fois, ça montre que en se concentrant, ils arrivent à reprendre le contrôle sur leur environnement, sur la mise en page. Et qu'une fois que l'illusion a disparu, on voit qu'ils sont en fait dans une espèce de cube géant. Et alors c'est toujours facile dans les BD de dire ah il y a une case dans une case, donc forcément il y a un truc méta par rapport au langage de la BD parce que la BD est composée de cases. Et moi-même il y a quelques années j'ai fait une BD dans laquelle on se rend compte que la forme de l'univers est un cube, ce qui permet après de jouer avec les codes de la BD davantage et de s'amuser avec ce concept de case, de cube, de manière un peu méta. Mais je trouve ici que ça fonctionne assez bien de coller un discours comme ça sur ce manga, sur cette partie-là, de montrer que les personnages étaient enfermés dans un cube géant. En plus on voit que ce cube est divisé en toutes des petites cases et qu'à l'intérieur de ce cube se trouve un autre univers, une autre dimension, sous la forme d'un tesseract, un cube en 4 dimensions, donc avec une dimension supplémentaire, auquel Emma va accéder, et donc elle va rentrer dans une espèce de dimension supplémentaire au sein de la page qui normalement est invisible pour les yeux. Donc elle va se retrouver dans une case qui est elle-même dans une case. Au moment où Emma et Rei vont tenter de rentrer dedans, on va nous montrer la bordure du tesseract qui est épaisse comme une bordure de case, et que donc en passant leurs mains dedans, ils franchissent depuis leur propre case vers une autre dimension, et donc ils passent à travers la bordure des cases elles-mêmes quoi. Et Rei lui qui n'a pas pu accéder à ces dimensions parce que même s'il a compris ce qu'il fallait faire, il n'a pas pu renouer avec son lui enfant de manière aussi intense que Emma, ce qui de la mise en page va être clairement illustré par Rei qui est vraiment coincé dans le plan, dans le cadrage de la case, là où Emma va être montrée un peu plus pleinement que lui, et aussi il se fait écraser par ses propres bulles de pensée, de paroles, avec les énormes blocs de texte et tout ça. Là où Emma, quand elle le regarde occupé d'être dans son trip de surintellectualiser les choses, elle va être montrée en tout petit mais devant la bulle qu'il est occupé d'énoncer, là où lui il va être écrasé par ses propres bulles. Et un autre moyen que les auteurs ont de montrer ce discours là qu'ils ont, de trop intellectualiser les choses face à juste les vivre et se laisser aller, c'est avec le passé de Ash, ce personnage qui a grandi, qui a été élevé par un démon. Ou pendant le flashback on va nous montrer deux strips verticaux. D'abord le premier en 5 cases très serrées dans lequel le personnage du père démon va justement intellectualiser et chercher à comprendre comment s'occuper d'un enfant via de la prise de tête, via des recherches dans les livres et tout ça. Puis en vis-à-vis, en 4 cases beaucoup plus aérées, on va nous montrer des gros plans des deux personnages vivre un moment d'intimité très important pour eux, sans presque de texte et donc être dans quelque chose de très directement émotionnel, tactile, etc. quoi. Et que je pense pas que le discours des auteurs est de dire regardez on oppose les deux et intellectualiser c'est mal et il faut pas du tout se renseigner quand on veut éduquer un enfant. C'est juste de dire que rechercher un équilibre entre ces deux parties de soi serait plutôt une bonne chose pour s'épanouir. Ce que Emma, elle, arrive donc à faire, tandis que Rei, lui, était dans un truc purement intellectuel au départ, mais il a été influencé par Emma et donc il a retrouvé une espèce d'équilibre. Et Norman, lui, à l'inverse, s'est complètement radicalisé, entre guillemets, dans un truc d'intellectualisation à outrance, ce qui fait aussi qu'il a l'impression d'avoir forcément raison, parce qu'il défend ce qu'il dit être de la rationalité, avoir une vision du monde utilitariste assez extrême. Et d'ailleurs, dans ces dimensions, le dieu démon est un enfant, ça pour moi non plus c'est pas innocent, de montrer que ce démon a à la fois un caractère un peu espiègle, comme ça, d'enfant, on sait pas trop ce qu'il va faire, et ce personnage est aussi tout puissant parce qu'il a l'air d'être quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Et donc ça renforce aussi cette idée que ce type de caractère lié à l'enfance est aussi un caractère puissant qui peut te mener jusqu'à être une espèce de dieu démon qui vit dans une dimension parallèle. Et que du coup on sait pas trop quelle implication Emma va avoir avec ces démons dans le pacte qu'elle a fait avec lui. Qu'on sait pas si le démon lui a demandé de manger son cerveau ou s'il lui a demandé de régner avec lui sur cette dimension, on sait pas trop. Mais bon, d'habitude c'est plus Norman qui a un esprit de sacrifice, Emma elle est pas trop dans ce genre de bail sombre. Sinon un autre truc marrant dans le tome 16, c'est à nouveau cette utilisation de archétypes de shonen, où dans la vidéo précédente j'évoquais ce type de personnage qui mange des cuissons de viande comme ça, qu'on voit parfois dans les mangas et qui est souvent fort gueule, bagarreur, etc. Et que ça avait été détourné donc via le personnage de Barbara. Ici c'est via le personnage
Merde, comment il s'appelle ce con? Ici, c'est via le personnage de Hayato, qui est ce personnage de shonen hyper enthousiaste, qui est jovial, qui parle fort, qui est beaucoup aussi dans l'admiration de l'autre, et qui a aussi un visage candide et tout ça. Ici, c'est de nouveau un type d'archétype de shonen complètement détourné, où en fait cette sympathie, ça va être surtout une façade pour le personnage qui joue un double jeu, et qui est dans une manipulation du reste de son groupe. Et donc voilà, c'est toujours rigolo au sein du Shonen Jump de voir un manga qui remet en question de plein de manières différentes, des structures de récits, des types de personnages au sein du magazine même. Et sinon, un des gros trucs, c'est quand même le fait que Norman et son armée vont attaquer la capitale et donc commencer leur génocide en empoisonnant la ville, en manipulant les démons, en essayant de tuer tous les nobles et tout ça. On nous présente Norman à la fois comme un personnage très manipulateur, très froid, et en même temps comme quelqu'un qui se soucie sincèrement du sort des humains. Et donc voilà, les personnages paradoxaux, c'est toujours hyper intéressant parce qu'on a tous nos paradoxes, comme le personnage de Aish avec son père, qu'elle sait qu'il mangeait des humains, mais c'était son père et elle l'aimait parce qu'il lui a sauvé la vie, qu'il l'a éduqué, qu'il l'a aidé à construire la personne qu'elle est actuellement. Et que Norman, dans un même geste, dans une même action, peut être à la fois empathique et à la fois impitoyable. Parce que même s'il a l'air de dire qu'il ne veut qu'aucun humain ne meure pendant son opération, il est quand même dans une manipulation de son propre clan, avec toujours cette métaphore du jeu d'échecs qui a été surutilisée à travers plein d'œuvres différentes, mais qui je trouve reste intéressante, notamment par exemple avec ces soldats qui viennent de la ferme Lambda, qui sont tous des gros mastocs génétiquement modifiés, ils ont tous à peu près la même tête, et le même gabarit, etc. Et en plus, c'est eux qui sont en plus grand nombre, quoi. Et donc, ils rappellent vraiment des pions d'échecs sans personnalité que l'on déplace à son envie, et qu'on a comme ressource principale, quoi. Et qu'avec ces métaphores du jeu d'échecs, ben, la reine des démons est forcément le pion le plus puissant, mais l'homme à abattre, celui qui fait qu'ils ne pourront pas reconstituer leur caste de nobles et diriger le pays, ben c'est un autre personnage qui est beaucoup moins puissant, mais qui est celui qui tient toute la logistique du pays, et donc forcément lui il représente le roi dans le jeu d'échecs que la reine doit protéger à tout prix. Et que dans la métaphore du jeu d'échecs aussi, il y a une idée de miroir qui renforce toujours cette idée que les humains ont une part de démon en eux et inversement, et qu'en fin de compte quelle est la différence fondamentale entre les deux espèces, surtout si le démon est contaminé du sang maudit qui fait qu'il n'est plus obligé de manger de la viande humaine. Et qu'une fois que le combat est terminé, on va nous montrer Norman de l'autre côté de l'échiquier, qui est l'endroit où on va aller choper le roi quand on joue aux échecs, et que là il n'a laissé derrière lui qu'une mare de cadavres, qui est aussi une métaphore qui est faite dans Berserk, le fait d'utiliser les autres pour en faire une montagne de cadavres et de monter ainsi de plus en plus haut et de vivre une ascension. Mais que le truc c'est qu'une fois que Norman a renversé le roi, il est justement du côté opposé de l'échiquier, et donc il se retrouve du côté de l'adversaire face à Norman et Rei, qui eux viennent d'entrer depuis le côté opposé de la pièce. Et donc là on a deux nouvelles confrontations qui se mettent en place sur le champ de bataille. Et qu'on voit bien qu'avec le flashback qui est fait sur le moment lors de la guerre contre les démons, la première fois que le pacte a été mis en place, que le personnage à la tête du clan Ratri est clairement un parallèle par rapport à Norman, et qu'on voit que pour arriver à ses fins, Ratri a clairement trahi tous ses amis pour ce qu'il considérait être la bonne cause. Et voilà, j'ai quand même évoqué vite fait le fait que toute la mise en page est vraiment magnifique, hein, pendant tout le combat contre la reine, c'est assez fou, c'est vraiment sublime, hein, il y a plein d'images cultes avec des grandes pages qui prennent leur temps, et que la dessinatrice d'Emizu est aussi bien capable de nous montrer des moments très intimes, des visages de personnages extrêmement touchants, comme nous montrer des scènes de combat extrêmement efficaces et intenses à lire. Et que du coup le tome 17, il y a peut-être un peu moins de choses à redire, même si l'histoire continue de très bien avancer, mais voilà, tout ça continue à former un tout cohérent, à continuer d'explorer les thématiques, avec aussi un truc marrant, le fait que Norman ait en fait été épargné, parce que la reine des démons le voulait pour elle, et que du coup elle a péché par gourmandise et c'est ça qui a causé sa perte. Ça c'est une révélation que j'ai assez bien aimée sur le fait de pourquoi Norman a été sauvé, car ça rejoint ce truc là avec Golden Pond et les fermes d'exception et tout ça, avec le fait que les démons créent eux-mêmes leur propre adversité, que c'est à cause de leur ambition, de leur gourmandise qu'ils vont causer leur perte, du fait de l'inégalité, des choses affreuses que toi tu as créées, bah tu vas créer un ressentiment tel chez ton adversaire que tu vas forcément avoir un retour de flamme à un moment, et que ces victimes c'est via toute l'adversité, toutes les horreurs qu'ils ont dû traverser à cause de toi, qu'ils vont par devoir de survie devoir s'élever à un niveau plus haut que toi pour pouvoir t'écraser et stopper cette situation infernale. Et donc c'est marrant de voir des ennemis en fin de compte créer leur propre perte, ce que Levis avait complètement conscience et qu'il alimentait consciemment la rancœur chez ses adversaires pour pouvoir les rendre plus puissants. Et d'ailleurs Norman est lui aussi dans ce mécanisme qu'ont les démons de créer leur adversaire sans s'en rendre compte via le personnage de Eshi, je sais pas comment ça se prononce, et où Norman est tellement persuadé qu'il est du côté du bien que sa cause est absolue pour tous les humains qu'il n'a pas pensé que cette nouvelle personne pourrait être quelqu'un qui le détesterait et qu'il pourrait blesser parce que ils sont d'humain à humain et qu'il est persuadé de faire le bien quoi qu'il fasse quoi. Et que c'est une arrogance qu'il a aussi par manque d'empathie et que c'est un angle mort chez Norman et que lui aussi va finir par se prendre un retour de flamme à cause de ça. Du coup voilà, on attend la suite, hein. Je ferai une nouvelle vidéo lors de la sortie du tome 19, donc parce que je fais tous les deux tomes, et puis pour le tome 20 qui je suis sûr sera génial, je ferai une vidéo globale sur la série The Promised Neverland. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.